Bonjour à tous et bienvenue du coup dans le quatrième épisode du C'est Nouvel Angle. ça. Mais d'abord, c'est quoi le Nouvel Angle? Le Nouvel Angle, c'est le podcast qui permet aux étudiants et aux professionnels de découvrir un peu plus du monde digital et ses métiers. On est en live sur Twitch, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify, Deezer et Apple Podcast et YouTube en tapant le Nouvel Angle bien évidemment. On est dans les locaux d'Epitech Digital qui nous prêtent ce studio pour pouvoir faire notre podcast. En collaboration avec les étudiants qui nous ont transmis plusieurs questions. Et justement, aujourd'hui, on interviewe un product owner, Alexandre Cazoran. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Écoute, aujourd'hui, on a découpé ce podcast en trois parties. Dans la première partie, tu vas nous parler de ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Dans la deuxième partie, tu nous parleras de plus précisément ton rôle en tant que product owner. Et dans la troisième, on va parler de PI planning en expliquant ce que c'est, parce que c'est un terme qu'on n'a pas souvent entendu. Top. Donc, on commence par cette première partie. Explique-nous très rapidement, ou pas d'ailleurs, quel est ton parcours et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Ok. Alors, moi, pour le coup, je sors d'un bac ES et je cherche à me mettre dans des études, on va dire, de commerce international. J'aime bien l'informatique, mais plutôt, on m'a fait comprendre que si j'avais pas fait un bac S, je pouvais pas toucher au développement. Donc, Ah, ok. je me suis fait un peu refoule, on va dire, de ce côté-là. Donc, je pars sur une école de commerce. Donc, je pars à Kedge, justement, parce que je voulais quelque chose de très orienté vers l'international Mhm. et en même temps avec des modules intéressants. Donc, pour le coup, je pars sur le programme SUBTG à l'époque. L'é- L'école s'appelait BEM à l'époque. Ok, c'est quoi ce programme SubTG? Ouais, c'est école, enfin, c'est supérieur technique de gestion, en Ok. gros. Et on avait des cours assez génériques sur le marketing, assez, on va dire, ouverts sur plein de disciplines, justement. C'est l'avantage du début du post-bac, c'est que on ratisse large pour voir justement les accointances qu'on va avoir dans différents domaines. Et toujours orienté avec de l'international. C'est-à-dire que on avait justement la possibilité de faire des stages à l'étranger. On avait en deuxième année 6 mois dans une fac justement où moi je suis parti au Pays de Galles pour voir la psychologie du marketing Ok. justement. Donc bien cool. Et à la fin de la licence du coup, passer les stages, passer la compta et les études on va dire très générales, il y a un truc qui m'est apparu un peu clair, c'était je veux me lancer dans le web, même si je sais pas trop comment. J'ai Mhm. commencé à avoir des bribes en stage, parce que j'avais un stage de fin d'études qui était chez Sage, où je faisais justement un petit peu de la stratégie marketing new business, donc dans le sens plus web chez eux. D'accord. New business, c'était pour dire que C'était le c'était du web. web. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment l'idée. On détecte de nouveaux canaux, on voit comment les faire, parce que Sage, c'est un gros groupe qui fait de la comptabilité numérique avec pas Mhm. mal de solutions. Et ils cherchaient à étudier justement comment on peut attaquer de nouveaux angles de communication. Et le web était pas tout nouveau, mais on va dire, faut se remettre à la page chaque Hmm. jour, donc des nouvelles D'accord. têtes, ça Mhm. fait du bien. C'était quand même alors, il me semble 2015, j'ai cru voir sur ton CV. Non, c'était 2012. Ah oui, Attends, 2012, Donc c'est c'est ça. ouais, ça. c'était un Ok. moment où le web changeait tout le temps, presque tout le temps. Il y Ouais, avait c'est ça. les nouveaux gros sites qui arrivaient. Ah bah, de toute façon, ça changeait tous les 4 matins. Les techniques Ouais. de communication, on le voyait, c'était on vous dit blanc, le lendemain, ça devient Mm. plus ou moins noir. Il y a eu deux, trois changements, on va dire, un peu sympas. Et du coup, moi, je pars de là et je me dis, bon, ça y est, on m'a présenté un petit peu le début du code et je me dis, bon, finalement, c'est pas tant que ça réservé aux matheux, il y a des choses Mhm. faisables. Et par hasard, je tombe au salon de l'étudiant sur une autre école, du coup, pour faire le master. Donc, cette école, ce sera l'ESSEN et qui, à l'époque, avait quelque chose d'ultra intéressant, et je crois qu'elle le fait toujours. Oui, c'est ça. C'était l'alternance, en fait, en 3 semaines, une semaine. Donc, tu avais 3 semaines dans Hmm. l'entreprise et une semaine sur place. Et moi, j'avais déjà pas mal de bouteilles avec la licence, et je me Mhm. disais, bon, je veux vraiment appliquer de concret, je veux me faire un petit peu violence sur ça. Donc, je débarque dans cette école, très cool. Euh, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on croise des gens de perspectives différentes parce qu'il y avait des gens qui venaient de fac, des gens qui venaient d'éco, des gens qui venaient de, on va dire, bah, plus l'univers dev en fait, donc des IUT Info, tout ça. Et en Ok. fait, tout le monde pouvait un petit peu se complémenter sur ces connaissances-là.
Et donc, moi, j'ai appris un petit peu à coder sur ça. Les cours où j'avais, on va dire, déjà un petit peu poncé les sujets avec la licence, j'en profitais pour coder à côté. Et j'avais ma première alternance de master, du coup, qui était chez Doolist, où là, je bossais sur les stratégies de mise en place de communication par email. Donc, comment on fait les newsletters, comment on fait des canaux, justement, réguliers, entre guillemets, pour bien toucher les clients et entretenir ce lien qu'il y avait, et même comment on fonctionne avec les boîtes mail, les systèmes de delivery, du coup, des emails et pas passer dans les spams, toutes ces stratégies-là. Ok, donc c'était dans la technique ou c'était vraiment juste C'était ce qui est par-dessus dans les stratégies et la mise en place? Alors, pour le coup, c'est ça qui est cool avec l'emailing, c'est que l'emailing, entre guillemets, moi, à cette période-là, euh, on te dit l'email sort de l'HTML4 à peine pour commencer à tâtonner sur l'HTML5, parce que si on te dit les technos pour faire des sites, c'est compliqué, l'email, c'est un peu pareil, mais en plus ancien, c'est-à-dire que tu vas Ouais. arriver et on va te dire, bon, ben voilà, en fait, ton mail, il faut qu'il passe à la fois sur Outlook, à la fois sur le mail de Gmail, le mail de Safari, enfin d'Apple, Hmm. etc. Donc, tu as beaucoup de questions de compatibilité, des petites questions techniques sur comment tu fonctionnes avec les flux réseau pour envoyer justement des mails pas trop poubelles et comment ça se fait que tu des spams. Donc, ça te fait un petit peu cette culture-là. Et par-dessus ça, moi, je venais en fait surtout pour la partie stratégie, en fait, de dire voilà comment on construit une histoire avec le client, comment on essaie de lui redonner des informations personnelles qui soient pertinentes pour lui. Donc il y avait un petit peu ce côté marketing très appliqué, mais Mhm. dans un univers où tu commences à voir de la technique. Ok. Là, t'as déjà fait pas mal d'années d'études. Donc t'as dû grandir, t'as dû évoluer, t'as Ouais. dû acquérir un peu en maturité en plus. C'était quoi ton mindset au départ jusqu'à ton mindset à l'arrivée? Jusqu'à cette partie du coup de... parce que là, je suis en Master 1. Ouais. Et Master 1, du coup, je suis vraiment dans un état de... Je découvre. Le monde, en fait, est génial. C'est-à-dire que c'est comme un gamin qui a la meilleure console à Noël. C'est vraiment, tu te dis, mais en fait, on m'a caché ça toute ma vie. Il y a du code à faire. En fait, c'est pas infaisable. Il y a des cours, parce que ça aussi, j'avais l'impression, fausse, que le contenu était même pas en ligne, quelque part, tu sais, pour apprendre. C'est où on vient Mhm. te dire, bon, ben là, il y a telle vieille page Wikipédia qui vient t'apprendre le truc, etc. Alors que tu as des super sites comme Open Classroom qui existaient déjà. Voilà, on rattrape un petit C'était peu tout le caché. gap. C'est Hmm, ça. d'accord. Et du coup, je termine ça, toujours avec de l'étranger dedans, parce que les 2 années, il y avait un séjour à Montréal déjà pour voir justement un petit peu les levées de fonds, comment ça se passait dans un cadre un peu francophone, mais avec de l'anglais. D'accord. Les levées de fonds, Ouais, c'est en rapport avec L- quel cursus de tes études? Là, pour le master, justement, en fait, on était dans cette logique de web business, en fait. Donc, D'accord. c'était encore assez large, mais appliqué au web, en fait. Donc, tu voyais D'accord. vraiment tous les domaines du web. Et il y avait aussi cette logique entrepreneuriale de si tu veux monter ta boîte, quels sont les leviers, entre guillemets, que tu dois utiliser, Hmm, la com, etc. ok. Et du coup, j'enchaîne après sur ma dernière année de master, où là, je fais mon alternance chez Wayne Co, où là, je pars vraiment dans un rôle d'assistant chef de projet, entre Mm. guillemets, donc très orienté marketing, sur de l'analytics. Il y avait. Donc c'est là où, en fait, bout à bout, c'est un peu marrant, c'est que on voit que tour à tour, en fait, je suis passé d'une boîte qui avait une solution, qui utilisait une autre solution, et je suis allé dans l'autre boîte, du coup, qui avait la solution. Genre, c'était ça, c'était Sage, j'utilisais Doolist. Donc je suis arrivé, je connaissais un petit peu Doolist. Mhm. Doolist avait des partenariats avec AT Internet à l'époque. Du coup, ils avaient vraiment ce côté, on doit mettre en place des liens de marquage, etc., comment ça marche. Donc, chez Wine Co, je devais un petit peu voir l'application concrète de ça. Et après, je débarque chez Piano, Ok. Hmm. AT Internet anciennement, avec déjà ces connaissances des outils précédents, en fait. Et ça Ouais. fait que s'imbriquer. Ok. Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est depuis tout à l'heure, tout ce que tu nous racontes, tout ce que tu découvres, tout ce que tu commences à aimer, en fait, ça ressemble aujourd'hui à ce que tu fais, la complémentarité de Complètement. chaque métier, découvrir un peu le côté business, un peu le côté informatique. C'est vraiment, on voit que du coup, tout ça, ça a formé ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Bah ouais, en fait, c'est vraiment, moi je suis parti, pour te dire, la soutenance que j'ai faite pour mon Master 2, du coup, j'avais deux diplômes. J'avais le diplôme de l'école et un diplôme en partenariat avec l'IAE de Limoges sur ça. Mhm. On m'a demandé de faire un mémoire sur du coup le SEO dans le cadre de Wayne Co
et un mémoire sur l'emailing dans le cadre de Doolist, du coup, que j'avais pu utiliser. Ok. Parce Donc que, deux mémoires à faire à la place d'un seul. voilà, Ça va, c'était c'était un petit gérable. challenge, mais ça va. J'étais à Hmm. San Francisco en train de le finaliser parce qu'on faisait les soutenances là-bas et on avait des Hmm. cours là-bas. Ok. Et c'était gérable en vrai, Hmm. parce que justement, ça arrivait à terme, et du coup, c'est quand tu as les bonnes connaissances, ça devient nativement. Et Mhm. comme tu disais justement sur la curiosité, le côté un petit peu touche à tout, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était un petit peu me lancer dans de la vulgarisation, en fait. Te dire, c'est pas parce que c'est quelque chose que tu connais que la personne qui va lire le papier, en fait, va comprendre. Dans ton jury, typiquement, il y a des gens qui bossent dans l'emailing, qui n'ont pas touché au SEO, pour autant, ils ont peut-être une part de Ouais. curiosité dans le truc. Hmm. Bah, donne-leur les outils, en fait, les concepts clés, et ça viendra tout seul. Ok. Ok. Et du coup, ton parcours et le fait de changer à chaque fois de boîte en boîte avec les relations qui se font, c'était une stratégie de ta part ou c'était tout simplement c'est fait de manière assez naturelle? Non, ça s'est fait de manière assez naturelle. En vrai, il y avait vraiment ce côté. Bah, déjà, les stages étaient courts de base sur la première partie. Et après, les alternances, c'était. J'aimais pas trop l'idée de rester bloqué dans une structure, en fait. Parce que généralement, on te propose soit de faire un an, soit de faire des périodes plus longues. Mhm. Moi, j'aimais bien le côté, ça va me remettre au challenge de retrouver une autre boîte et de complémenter, en fait, tout cet adage, en Mhm. fait, de connaissances. Et c'est ce qui a un petit peu fait la bonne transition avec l'analytics pour moi. C'est ce Ok. côté, en fait, l'analytics qui a besoin d'être très touche à tout et de s'instruire de plein d'éléments de la culture du web. Donc, mis bout à bout, en fait, c'était cohérent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu y es encore et que tu as encore des nouveaux challenges Exactement. à relever. Ok. Donc, si on résume très rapidement, en fait, tu as voulu au départ, te diriger un petit peu vers le code, vers le développement, mais du coup, tu pensais qu'il fallait faire un bac S, c'est C'est bien ça. ça. Ensuite, bon, étant donné que tu pouvais pas faire tout ça, tu t'es dirigé vers Kedge, école de commerce, C'est ça. dans lequel tu as fait une licence de 3 ans, et tu t'es ensuite redirigé de plus en plus, petit à petit, vers le web, avec ton master, tes deux masters. Et ensuite, ton métier chez AT Internet et ensuite Piano Analytics. C'est C'était ça. à la même boîte, mais qui a été renommée, qui a été rachetée, il me semble. Tout à fait. Ok, Il y a une fusion rachat fusion entre rachat. les deux. Ok, parfait. Donc, Du coup, qu'est-ce qu'on tes, peut... tes métiers, alors tes stages ou alternances, je sais plus très bien, d'assistant Il y avait deux. marketing, assistant consulting, assistant web marketing. Ouais. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu faisais dans ces stages-là? Alors, mon premier taf du coup chez Sage, où là je faisais vraiment assistant marketing, donc c'est pour ça c'était orienté new business, donc ce que je disais sur la Mhm. partie découvrir d'autres canaux. Il y avait tout un tas de petites stratégies en fait sur bah, regarder les stratégies, enfin regarder l'emailing, comment on l'envoie, regarder les campagnes de pub, comment on les envoie, et se dire attends, là est-ce que du coup la campagne performe ou pas? Donc il y avait déjà un petit peu D'accord, ce côté ok. statistique. Et il y avait le côté, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup pour améliorer la situation au-delà du reporting Mhm. classique. Et donc à ce moment-là, tu avais déjà des responsabilités en tant qu'assistant ou enfin C'était très léger. En très vrai, léger? sur la licence en tout cas, c'était un peu, ouais, c'était quand même assez léger. C'était vraiment dans les recommandations, si tu veux, dans ce que j'allais donner, c'était plus pour que d'autres prennent les décisions, parce que faut mettre le recul, hein. Moi, je suis stagiaire, Hmm. j'ai que 6 mois. En plus, le web, je démarre du coup avec ce stage-là. Et après, plus tu passes d'année en année, plus on va te faire confiance, voire des fois, on va même pas te faire confiance parce que tu es trop en avance par rapport on va dire à ton équipe ou par rapport à ce que eux ils voient en fait. Hmm. Donc ça grandit. D'accord. C'est-à-dire être trop en avance. Ben, Par rapport à peut-être vu que tu étais une vision jeune c'est ça, sur les choses. ben, tu vois, typiquement, pour moi, t'as des questions en fait au niveau des structures et des. En fait, le propre d'une organisation, si tu veux, c'est de faire en sorte qu'elle aille mieux. Pour faire ça, généralement, bah, tu travailles ton adaptabilité, tu Mhm. bouges un petit peu. Si tu restes dans la configuration que tu connais depuis 20 piges et que tu bouges pas, ça devient compliqué en fait de vraiment rattraper Ouais. le gap au moment où tu veux le faire. Et du coup, bah, moi, notamment dans l'une de mes expériences, je me retrouve à arriver avec des connaissances, on va dire, assez pointues sur un sujet, à dire voilà, bon, ben, je vous fais un truc clé en main
où c'est tout simple, il y a juste deux, trois lignes à éditer. Et je vous ai commenté, documenté tout le truc pour le faire. Et on me dit, non, mais en fait, après toi, personne ne saura le faire. Donc, C'est vrai que c'est on va, problématique. on va pas partir sur cette approche. Mhm. Donc, il y a les deux. Vraiment, on apprend. Ok. Cool. Bah, c'est parfait pour cette Ouais. partie 1, je Bah, pense. peut-être si tu pouvais en tirer aujourd'hui où t'en es, toute ton expérience d'avant, qu'est-ce que tu en tirais que tu gardes avec toi dans ton bagage de compétences Bah alors, de la licence, j'ai gardé beaucoup le côté pluridisciplinaire. Mhm. Vraiment, c'était pas des matières qui m'enchantaient spécifiquement pour certaines. Enfin, tu fais un peu à la carte au final parce que tu vérifies à droite à gauche, mais tu vois, typiquement, la compta, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne, l'analyse financière, tout ça, ça fait une culture en fait, ça fait un bagage. Euh, pour autant, bah, je suis content de ne pas m'être spécialisé dedans et c'est parce que j'ai pu le voir aussi que je me suis dit, ça, c'est pas fait pour moi, en fait. Donc, pour moi, faut pas hésiter à tester plein de choses et voir ce qui nous plaît ou en discuter avec les bonnes personnes aussi pour trouver les bons angles et se dire, ok, bon, ben, ça, peut-être que j'ai pas compris, mais le copain à côté, il a peut-être plus compris que moi, il peut peut-être me filer des billes et qu'on avance un petit peu dessus. Ok, Ok. ok. Du coup, oui, on va pouvoir passer du coup à notre partie 2, donc Ouais. la partie sur ton métier, product owner. Mhm. D'abord, est-ce que tu peux Ouais, c'est nous ça. Un définir? peu de contexte, du coup. Ouais. Ouais. Le métier de product owner, il se construit et comment dire, il se met en place dans un contexte d'agilité. Alors, avant tout, c'est quoi l'agilité? Alors, attention, on a 3 heures. Ça L'agilité, va en être long. gros, c'est plein de choses. Mais je pense que c'est surtout un principe clé, on va dire, dans les conceptions produits et surtout la livraison de produits, en fait. Il y a toute cette culture, en fait, autour de l'organisation et comment on va faire pour délivrer de la valeur à un client. Et ça va passer par plein d'étapes. L'agilité, en fait, c'est se poser sur ces moments-là, justement, de conception jusqu'à la livraison et se dire comment on peut faire les choses pour continuellement les améliorer. Mhm. Donc il y a plein de concepts qui vont être reliés sous ce gros terme d'agilité, plein d'outils, plein de frameworks justement sur ça, pour se dire, bon ben là, face à cette situation de sortie produit ou de besoin produit, comment je vais fonctionner. Et un des éléments clés, on va dire, de l'agilité, c'est surtout une opposition qu'il y a avec les systèmes d'avant. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup dans ce qu'on appelle les cycles en V, le modèle en waterfall, justement, où on fait des livraisons un petit peu opaques. C'est-à-dire que Hmm. on a une idée, elle est géniale, on va la défendre bec et ongle, et cette idée, en fait, on va faire la levée de fonds, on va prendre tous les sous qu'il faut, le budgétiser pour ce projet-là, et on va définir les étapes en fait pour le faire tour à tour. Et ça, en fait, on fait le tour à tour sans se retourner. C'est-à-dire qu'on fait vraiment en fait une descente. Je ne sais pas si vous voyez le diagramme de Gantt, par exemple, en gestion de projet. Oui, je le vois. Alors, c'est un diagramme qui est donc prévu sur une très longue période généralement, Ouais. et où on a toutes les tâches une par une posées C'est à la ça. suite des autres. Donc, il y a en plus une grosse dépendance parce que si on est en retard sur la première, on est en retard sur la deuxième, Exactement. ainsi de suite. Et c'est tout le côté Mm, justement waterfall un peu de mm, Gantt, c'est-à-dire que ça permet de visualiser, on va dire, les dépendances, de voir justement qu'est-ce qui peut se passer, on va dire, d'une étape à une autre. Et c'est ce qui a fait que ça a marché pendant pas mal de temps. mhm, Maintenant, ça a aussi eu de gros loupés qui ont fait que l'industrie, comme le web, ont dit on va éviter en fait. mm. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est presque une raillerie quelque part de dire on fait du cycle en V. D'accord. Euh, Typiquement, la solution pour remédier à cet effet un petit peu tunnel opaque, c'était de se dire en fait, on va fonctionner avec des livraisons plus courtes sur des plus petits bouts. Et à chaque fois, on va mettre les utilisateurs dans la boucle euh, ou les clients en bêta-test, ce qu'on veut, juste pour se dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la direction qu'on prend? Est-ce que pour vous, vous l'auriez vu autrement? Quelle est la perspective que vous avez? Et en fait, continuellement, on doit
presque confronter la perspective du client en termes, enfin, long terme et la nôtre. Et en fait, faut s'assurer de trouver un point d'équilibre qui fasse que les deux soient bien satisfaits en fait. Mhm. Ouais, que ce soit une seule équipe et pas deux camps de chaque côté qui n'ont pas la même vision. C'est ça. Puis même sans parler d'équipe, c'est vraiment, tu te dis, enfin, quand tu dis équipe, j'imagine que tu veux dire entre le client et nous. Ouais. Ouais, d'accord. J'étais entre les équipes entre elles, c'est encore autre chose. Non, Mais- je dirais alors plus groupe. Ouais. Voilà. En fait, c'est cette idée de co-construire les choses Mm. et pas d'avoir le. Tu sais, pendant très longtemps, on a eu cette image de les releases, ça doit être tout le temps des effets waouh. C'est-à-dire Mm. que on va accumuler, on va faire un super plan, on va avoir des idées révolutionnaires, on va les breveter, on va Mm. faire ça sur le papier, on va garder ça dans le plus grand des secrets. Et le jour où ça sort, tout le monde se dit mais waouh, mais d'où ça sort? Sur le papier, Mm. c'est génial. C'est comme Mm. un bon film, tu te dis ah, le script a pas leaké, super. Mm. Dans la réalité, il y a des leaks de films qui peuvent arriver un petit peu avant. Ouais. Il y a de la concurrence qui peut faire mieux aussi juste avant. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Mhm. Et l'avantage de faire du coup, on parle d'itération, c'est-à-dire des micro-périodes où on va faire un mini-livrable, mis bout à bout, en fait, fait qu'on a des temps pour changer le fusil d'épaule et c'est beaucoup moins verrouillé et bloquant que ça l'était avec du cycle en V où tu avais déjà défini ton budget, tu avais déjà pris un engagement pour dire là, le 1er juin, le truc, il est sorti. On se dit, on fait au mieux, on prend en compte les retours et l'important, c'est le délai est important, mais ce qui prime, c'est surtout qu'on livre quelque chose qui réponde aux besoins. Mhm. Et c'est pas juste de dire on l'a fait comme on l'avait dit. Ouais, donc c'est-à-dire qu'avant, dans les anciens projets, il y a le client qui arrive devant, on va dire, l'équipe de développement peut-être, ou devant l'entreprise, qui va dire, OK, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ensemble, ils définissent un cahier des charges, donc un contrat pour dire, OK, bah, le client a besoin de ça, 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 on va faire ça, ça, ça. Et du coup, ça, par exemple, pour une durée de 5 mois, il n'y avait rien qui changeait et tout était organisé à l'avance. Et si le client au beau milieu du projet avait besoin d'autre chose ou finalement le marché ou la technologie sur laquelle le truc est fondé change un petit peu, bah, on est un peu bloqué. Bah, c'est un peu ça. Mm. C'est que en fait, au lieu d'avoir, on va dire, des petits changements petit à petit Mhm. qui partent très rapidement dans la bonne direction, parce que, en fait, tu t'es posé la question de comment arriver au même point d'équilibre entre les deux parties, ben, dans ce scénario-là, ça va. Dans le scénario où tu te rends compte qu'une fois la livraison effectuée ou qu'en plein milieu du truc, bah, tu as un risque d'insatisfaction qui est gigantesque alors que Mhm. tu as déjà cramé tout ton budget et tu pas vraiment de marge de manœuvre. Ok. Donc l'agilité, c'est plus se poser dans des processus pour faciliter justement Ok. ce pivot, en fait. Ouais, accepter le changement. C'est ça. Ok. Donc tu définis des périodes courtes, en Mhm. général. Après, on va peut-être un petit peu plus parler de Scrum et des autres Mhm. méthodes, mais le principe est là. Ouais. C'est méthode En courte. tout cas, les itérations, c'est des sortes de petits projets planifiés à la place d'en faire un seul très gros qu'on va pas pouvoir modifier. Alors, oui, et si j'étais un chouïa plus précis, je te dirais que dans les itérations, généralement, les itérations, c'est plus une question de temps, en fait. Mhm. C'est-à-dire que tu peux les voir de différentes façons, hein. Il y a le client, ce qu'il va voir, effectivement, il va voir la V1, la V2, la bêta, etc. D'un point de vue développement, ce que tu vois très concrètement, c'est ce qu'on appelle des sprints. Mhm. Donc, c'est une période qui est définie. Alors, c'est propre à chaque équipe, mais en général, c'est plus entre 2 et 3 semaines. Il y en a qui le font sur une semaine. C'est des organisations différentes, Ok. voire un mois. Mais tu te dis, ok, bon, mais sur cette période-là, l'équipe, elle s'engage à travailler sur ces sujets-là. Et en fait, chaque entreprise et chaque organisation va avoir des engagements différents sur ces sprints-là, en fait. Mais il y a vraiment ce côté, l'itération, c'est le temps concret qu'on va passer à développer. Qu'est-ce qui va sortir de ça, en fait. D'accord, ouais. Ça ressemble un peu, je sais pas si tu connais la méthode Lean, Si, où c'est de l'itération rapide. bah, c'est On complètement lié. on est dedans Mhm. à 100%. Complètement. Et c'est vrai que j'avais cru lire, alors je suis plus très sûr, que Lean était a été popularisé avant les méthodes agiles, mais que s'il y avait quand même de très fortes similitudes et que Il y ça se avait, ressemble très fortement. On a eu une mini-histoire de Nicolas sur la méthode Lean au premier Mhm. épisode, qui nous racontait rapidement. Toi Ouais. aussi, si tu as Bah, ta vision. là-dessus, on va dire,
il y a plein d'histoires, de sous-histoires, parce que c'est surtout que on va dire, c'est un ensemble d'outils et de process qui vont être théorisés et implémentés dans des entreprises à différents moments, voire popularisés. C'est de base, moi je me rappelle les cours d'éco, on nous parlait du taylorisme, Fordisme, jusque-là. Certes, c'était innovant pour ça. Maintenant, on n'a pas tout le suivi, entre guillemets, de toutes les entreprises qui l'ont mis en place, de telle façon, qui lui ont donné ce nom-là, et qui se sont basées sur la théorie écrite, en fait. Donc, il y a plein de choses. Je ne saurais pas vous dire honnêtement qui est le premier entre Lean et l'agilité. Juste, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis, c'est pas nouveau. Je pense, on va dire, déjà, il y a de la théorie, on va dire, d'organisation du travail qui est vraiment ancienne. Il y avait déjà pas mal de matières importantes dans la définition des organisations, de leur structure et de comment travailler. Et ça ne fait qu'évoluer au fur et à mesure où on arrive à rattacher les wagons entre différents sujets. Là, par exemple, la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines, j'étais en conf à l'Agile Tour de Bordeaux. Un des grands thèmes qui émergeait cette année sur cette édition, c'était notamment la systémie. La systémie, si je vous dis le nom comme ça, vous vous dites c'est des systèmes. Jusque-là, rien d'anormal, c'est bon. Ce qu'il faut se dire avec la systémie, c'est que en fait, c'est l'étude, on va dire, de mise en place de systèmes, et ça vient surtout de tout ce qui est très orienté bio, en fait. Vraiment, la biologie et comment se forment justement les systèmes organiques, comment vont cohabiter les cellules entre elles, même dans les schémas de récompense. Il y a un petit peu des suites d'interactions qui vont se faire et qui vont définir les rôles de chacun et les attentes pour mener à bien le projet du système ou pas. Ok. Et voilà. Donc, tu parlais de bio, c'est vraiment une biodiversité. Chacun fonctionne avec l'autre. S'il fait ça, alors il y aura une conséquence sur tel. Exactement. En fait, tu vois la chose comme un ensemble et tu te dis, ok, bon, là j'ai plusieurs acteurs. Comment j'arrive à les faire cohabiter pour les amener d'un point A à un point B. Ou alors, tu prends une vue macro sur l'existant et tu te dis, voilà, aujourd'hui, moi j'ai telle situation, il y a tels acteurs, etc. Et du coup, tout ça ensemble fait qu'on se retrouve dans telle situation et moi je veux plus que ça aille dans telle autre situation. Donc, mêler un petit peu les connaissances, ça peut être ultra intéressant. Ok. Tu nous parlais de théorie écrite, juste avant, en parlant de Lean et d'agilité. Ouais. Il y a un manifeste sur l'agilité. Ouais. Est-ce que ce manifeste, il est à lire pour la culture ou alors tu t'en sers encore aujourd'hui? Et attention à ce que tu vas dire, parce qu'aujourd'hui, pendant toute la semaine à l'école, on est en pleine masterclass sur l'agilité. Donc, moi, je ne peux que vous inviter à le lire. Après, je trouve une bonne lecture pour avoir un bon premier pas dans tout ce qui est l'agilité, c'est la lecture du Scrum Guide. C'est-à-dire que Scrum, du coup, c'est un ensemble de méthodes agiles et un cadre. Et ce cadre-là, il pose des principes de base, il définit des rôles généraux. Et pourquoi je vous parle du Scrum Guide, c'est que c'est un premier pas pour moi parce que il va donner des concepts clairs. Si on les lit bien, si on les interprète bien, on peut les transposer à plein de choses. Et c'est court. C'est-à-dire qu'avant, pareil, c'était de la grosse théorie papier. On m'a dit à l'Agile Tour qu'apparemment c'était un bon bouquin avant et que l'un des conférenciers l'avait lu. C'était assez salé. Moi, quand j'ai commencé le métier de PO, on était déjà autour de 15-16 pages, je crois. Et qu'avec des concepts pertinents, un peu bullet point, comprendre des concepts. Et ça s'applique tout de suite à un cadre d'entreprise dans le web. Donc, la littérature, c'est important. C'est vrai que du coup, on en a parlé ce matin, puisqu'on commence à faire ça chez Epitech Digital School. Et en fait, nous, la première chose qui a marqué, on va dire, l'ensemble de la classe, c'est que l'agilité, finalement, c'est plus philosophique, plus culturel que réellement un plan à suivre. C'est pas vraiment un framework. Donc, il y a ce manifeste agile qui vient nous donner 4 valeurs principales et 12 principes, mais en fait, c'est pas exécutable, si je puis dire. C'est pas. On entendait beaucoup qui parlaient de méthode parmi la promo, et en fait, tout de suite, ils étaient recadrés. On leur disait, c'est pas une méthode, l'agilité. En fait, c'est ça où c'est ultra intéressant, et c'est pour ça que je parle du guide Scrum.
c'est que le guide Scrum, il est vraiment pertinent pour ça parce qu'il rappelle que ce qui est important, c'est pas les outils, mais c'est vraiment de définir, on va dire, un livrable, des rôles clairs, euh, et de fonctionner en itération. Et c'est plus des principes Mhm. qui vont construire un mindset, en fait. Et aujourd'hui, du coup, ça devient même presque la running joke de se dire ouais, t'es agile ou t'es pas agile, en fait. Mhm. Parce que c'est vraiment un état d'esprit de se dire bon, ben là, est-ce que je pars dans un effet tunnel ou est-ce que je pars sur quelque chose d'itératif, de plus ouvert, justement, et est-ce que je suis prêt à remettre mes procédés, mes process en challenge en fait. C'est un petit peu ce que je Mhm. disais tout à l'heure avec le cas de j'arrivais avec une solution qui me paraissait clé en main et qui au final est pas reprenable. C'est que c'était des gens qui étaient tellement habitués à fonctionner d'une certaine manière en fait que pour eux, changer ce modèle-là en fait c'était, on va dire, très compliqué. Et le propre de l'agilité, c'est de se renouveler. Donc, Mhm. n'hésitez pas à Ok. bouquiner sur ça, ça Donc, vous ouais. fera du bien. Si l'agilité se renouvelle, pardon, est-ce que elle va encore se renouveler sur plusieurs années ou alors comme le waterfall, elle va laisser place à une nouvelle notion? Alors, pour moi, elle continue d'évoluer. Et je pense que si les principes généraux euh, vont pas forcément bouger, pour autant, les cas d'application changent tout le temps Mhm. en fonction des contextes, des technos, des boîtes et de l'expérience, parce qu'on itère, mine de rien, encore une fois. Mhm. Euh, donc oui, si je prends par exemple Safe, qui est un framework, Safe, on en est à la 6e version. Donc c'est bien qu'on itère, c'est bien qu'on propose de nouvelles choses. Le Scrum Guide, je sais plus quelle version on a, mais je crois que la dernière version, ils l'ont refait en 2020, si je dis pas de bêtises. Donc les théoriciens, praticiens, justement, se rechallengent perpétuellement pour trouver les bonnes formulations aussi, parce que c'est ça qui est important dans ce genre de truc. Si, en fait, c'est tellement des principes généraux que ça peut être interprété d'une bonne ou d'une mauvaise façon et vite diverger, en Mhm. fait. Donc c'est important qu'il y ait le plus de monde, justement, qui se concentre autour des retours d'expérience et de dire ça, ça marche bien parce que vous avez tel principe qui sont mis en place. Et sur ça, vous avez des super sites comme scrum.org, justement, qui vont lister plein de cas, plein de discussions, justement, autour de tels principes et comment les faire mieux et partager des ressources, en fait. Ok. Ok. Ok, donc du coup, petite remise en contexte pour toutes les personnes qui regardent le podcast. On a voilà l'agilité philosophique, culturelle, etc. Et par-dessus ces notions d'agilité, il y a ensuite Scrum, notamment, qui est un framework qui est arrivé pour dire mettre un peu plus de règles, un peu plus de cadre, du coup, parce qu'un framework, c'est ça, pour créer un cadre de travail, et qui donc a défini plusieurs rôles, notamment celui de product owner. Donc, ça s'applique vraiment le rôle de product owner, généralement, je pense, dans un cadre de Scrum. C'est bien ça. Alors, très bonne transition du coup Mm. avec le Scrum Guide en fait, c'est que le Scrum Guide, quand je vous dis, il précise des rôles, il précise, on va dire dans la version normale, 3 grands rôles. On va retrouver grosso modo le Scrum Master, donc c'est un peu celui qui fait le cérémonial, parce que dans l'agilité, il y a plein de réunions où on va se dire les choses d'une certaine façon, on va dire faire un retour sur expérience de ce qui s'est passé ou autre. Et à côté de ça, on a 2 autres rôles, les développeurs, parce que forcément, s'il n'y a Mhm. pas de dev, le sujet ne sort pas, et le product owner. Donc le product owner qui, dans la définition du Scrum Guide, est le garant fonctionnel des itérations et du produit. En fait, c'est lui qui voit comment répondre aux besoins des clients à travers des fonctionnalités produits et comment prioriser ces sujets entre eux, parce que généralement, le PO se retrouve dans une situation où il ouvre un produit, il a plein de retours, donc il doit sortir plein de trucs Mhm. très vite, et on se retrouve avec ce qu'on appelle un backlog, donc la pile de demandes entre guillemets qui s'accumulent, et en plus de ça, le PO avait déjà des idées par rapport à ça, donc il Ouais. faut voir comment tout organiser et suggérer aux équipes de partir dans telle ou telle direction. Après, c'est plus de la cohabitation avec les équipes, de faire, on va dire, de la co-création, vraiment de se dire, voilà, basé,
en tant que PO, basé sur ce que j'ai pu observer, c'est-à-dire les feedbacks clients, c'est-à-dire tel cas spécifique, euh, cette product feature me paraît très pertinente, ou alors elle est très demandée par tel client et c'est important qu'on l'ait. Euh, et après, l'équipe de dev est censée répondre sur le comment atteindre justement cette feature-là, en fait. D'accord. Donc le product owner ne sait pas vraiment finalement comment atteindre l'objectif. C'est peut-être pas lui-même un développeur, c'est plus une personne du coup qui va venir traduire les besoins du client et essayer enfin, de déléguer les bonnes tâches, on va dire, à ses développeurs. Ben, c'est là où, en fait, tu as une frontière fine. Tu vois, Hmm. dans le truc, c'est que un PO, quand il prend cette feature-là, et quand il va réfléchir à de nouvelles fonctionnalités, en fait, plus il a de bagages techniques, plus il sera confortable pour comprendre qu'est-ce qui est possible. Donc ça peut être ultra pertinent justement d'avoir des bases, de s'intéresser justement à ce que font les développeurs. Genre, c'est pour ça en fait, un truc tout bête, mais tu regardes quand le Scrum Guide te définit une équipe, en fait, ce qu'il entend, c'est, et il y a d'autres bouquins dans la littérature du métier qui disent ça, c'est que le PO doit être avec les devs, en fait. Parce qu'ils Ok. vont échanger, ils vont converser, c'est du vivant, il faut vraiment arriver et se dire, bon, ben ok, le, là, telle problématique, moi je pense ça, vous pensez quoi? Venez, on co-construit le truc, en fait. Donc, Ok. Donc, si le PO est avec les devs, tu parlais du client, tu traduis les demandes du client vers la dev. Est-ce que aussi tu traduis du coup tout le retour de la dev vers les clients? alors, oui, c'est là où justement, encore une fois, comprendre la technique est bien ou avoir des bons Mm. vulgarisateurs dans ces devs, c'est cool. C'est que vraiment, ça permet de s'imprégner et d'être un bon représentant du produit et se dire, voilà, on est un petit peu celui qui va justifier dans quelle situation on est, pourquoi on a tel challenge face à nous et comment on peut l'adresser. Et dans la littérature du Scrum Guide, justement, on définit que ces rôles-là. Le PM n'existe pas, entre guillemets, parce que des fois, PO, PM, c'est un peu Justement, intervertible. c'est une des Ouais. prochaines questions, ça arrive. Allez suivre. Gros sujet aussi. Mais du coup, voilà, dans la théorie, le PO est un petit peu entre le marteau et l'enclume. Vraiment, c'est-à-dire, ben, le client va faire toutes les demandes, les développeurs vont dire ça va te coûter très cher, et le PO doit trouver un moyen de faire des petites fonctionnalités qui vont aller dans le sens du client avec les développeurs, et trouver un moyen de potentiellement filouter aussi, être malin vraiment Mhm. sur les releases pour faire quelque chose avec l'outillage existant en fait. Et pas forcément sortir l'artillerie lourde à chaque fois quand il y a le Hmm. moindre besoin. Ok, bah, D'accord. du coup, Ouais. on a eu la réponse un peu du PMPO. Non, je pense Ouais. pas, parce que C'est vrai justement, que c'est. Bah, Enfin. on a eu du coup le côté PO. ouais, Donc, si mais ça c'est le PO théorique. C'est là où ah, justement Hmm. POPM, dans la réalité, euh, ça dépend vraiment de la boîte. C'est-à-dire que déjà, ça change, pareil, hein. C'est comme toute organisation, mhm. les fiches de poste vont évoluer, la répartition des tâches va évoluer, etc. À la base, il y avait que le PO, et le PM s'est rajouté dessus, en D'accord. fait. Et ce que tu retrouves en général, c'est deux choses. Les PO, comme ils sont au niveau de l'équipe, en fait, ils vont être vraiment orientés sur comment faire la priorisation, comment faire des bonnes conceptions, comment clarifier ben, les stories, justement, pour Mhm. arriver à quelque chose de limpide. Et en même temps, le PO va être face à un PM qui, lui, va gérer plus justement ce côté client, feedback, plus, on va dire, marketing de la chose que la partie opérationnelle. Et alors après, c'est modulable, hein, parce que Ouais. je te dis ça, moi en tant que Ce, PO, évidemment, je prends les feedbacks aussi. ce point d'équilibre, il doit être dur à trouver entre le PO et le PM. Et ben ça va, parce qu'en fait, il y a un truc qui est vraiment important, je pense, dans l'interprétation de comment... si on est dans une structure qui a les deux, ce qui va être ultra important, c'est vraiment de définir la timeline, en fait. Et qui bosse sur quelle timeline? Dans l'idéal, en fait, le PM prime, quelque part, parce que le PM a une vision long terme, en fait. C'est lui qui va poser cette idée. En fait, il hérite de la stratégie qui a été communiquée par l'entreprise. Donc la direction a dit, voilà,
dans 5 ans, il faut qu'on soit sur tel cap, ou même d'ici la fin de l'année, il faut qu'on ait répondu à tel objectif. Et les PM, en fait, ils vont dessiner, on va dire, les grandes étapes idéales euh, pour atteindre cet objectif. Ils vont le faire de consort avec les PO, les architectes, les développeurs, pour justement avoir une roadmap, on va dire, bien construite. Et le PO, non seulement il va valider, entre guillemets, ou invalider la proposition au niveau de la roadmap par rapport à ce qui était déjà prévu, ou la faisabilité des opérations, mais en plus de ça, lui, il va plus se concentrer sur le trimestre en cours et celui à venir. C'est-à-dire qu'il va être vraiment dans, euh, plus que de dire, bah voilà, telle feature, elle sort sur tel trimestre, le PO, il va devoir dire, ok, bon ben là, cette feature-là qu'on a prévue pour ce trimestre, elle doit sortir sur tel mois, telle semaine, dans tel sprint, parce que il y a eu telle sortie qui s'est faite avant, qui a déverrouillé la situation, et du coup, le PM qui va avoir un côté très, finalement, tourner client, et de dire le client s'en fout, on fait des petites itérations techniques qui vont débloquer les situations, il va avoir un gros bullet point, là où le PO va avoir l'équivalent de 4, 8 en fonction de la feature, pour définir les différents jalons, donc les différentes étapes que tu vas avoir pour sortir ta fonctionnalité. Donc le PM, il fait pas attention à l'agilité, il est pas autant agile que le PO. Alors, si, mais il a subi plus que le PO. En fait, le PM, si tu veux, son but, c'est de sortir le plus de produits, en fait. Ouais. Et le PO, c'est un petit peu de sortir le plus de produits, mais en étant un peu ouais, comment tu dirais ça, celui qui amène le bad mood, en fait. Le mood killer, c'est ça que je cherchais. En gros, tu vas arriver et tu vas dire, bon, ben là, pour cette vision-là, réalistiquement parlant, avec l'équipe qu'on a, avec les développements qu'on a déjà à faire avant, ça remet d'autres choses en perspective et du coup, il va falloir faire des décalages ou alors il va falloir prioriser différemment. D'accord. Donc, il y a vraiment, c'est ultra important d'avoir un bon binôme sur ça pour bien comprendre que l'intérêt est le même des deux côtés. Par contre, on répond pas aux mêmes personnes et on répond pas de la même façon. Donc, faut avoir c'est un peu papa-maman quelque part. Faut avoir la réponse commune, sinon après ça devient compliqué. Ok, donc le PM est plus dans, enfin, on va dire le PO est plus dans le journalier, le produit développement en contact direct avec les développeurs et le client. Et donc il va venir vraiment se poser les questions de est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste, quelles tâches on priorise, etc. Alors que le PM est plus, on va dire, au-dessus, a plus de recul et a vraiment cette vision, la roadmap du produit, le produit dans 5 mois, le produit doit devenir comme ça, etc. C'est ça, tu vois, typiquement, on s'est fait un RACI justement pour se partager les responsabilités, pour dire qui devait être plus sur telle partie. Bah, dans ma perspective, et partagé avec mon binôme, justement sur ça, euh, on doit tous les deux faire de la veille, par exemple, pour voir ce que fait la concurrence, justement, étudier les nouveaux axes de développement. Par contre, c'est lui qui va avoir le lead sur cette partie-là, parce que c'est plus tourné vers l'extérieur que le PO va être plus tourné vers l'équipe, quant à ce binôme-là. Après, il y a beaucoup de boîtes où tu n'as pas forcément les deux, et tu vas te retrouver avec soit juste un PO, soit un PO et un PM qui va couvrir plusieurs PO, donc il va avoir, on va dire, moins de temps disponible justement pour avoir cette vue d'ensemble. Donc on trouve nos repères. Mais justement, est-ce que un PO peut faire le boulot d'un PM à côté ou même un PM peut faire le boulot d'un PO? C'est compliqué. Est-ce que c'est pas le même Tu vois, sens? j'ai eu à... enfin, ça va faire un petit peu la transition avec le côté carrière chez moi, c'est que moi je suis passé, j'ai fait consultant, product manager et product owner. Mhm. Et en fait, donc je connaissais globalement le métier de product manager bien plus que le métier de product owner quand je suis arrivé côté PO. Et à un moment, je me suis retrouvé sans PM parce que c'est la vie, hein, il y a des départs, ça change de poste, etc. Et on se dit, bah zut, il va bien falloir qu'il y ait une communication. Comment ça se passe? Qui va gérer toute la partie que le prédécesseur était censé gérer? Sachant qu'on a déjà des obligations en tant que PO. Donc,
tu priorises, hein, tu fais au mieux, tu essaies de voir les tâches les plus importantes, que ce soit la gestion des feedbacks, l'analyse, la communication, qui peut reprendre telle partie. Donc tu fais vraiment on va dire ce truc-là. Maintenant, c'est, tu, j'ai envie de dire, tu pourrais le faire en fonction de la taille de l'équipe et en fonction des projets que tu as. Tu vois, D'accord. typiquement, on te parle souvent d'un PO par rapport à une équipe. Et il y a la question de se dire un PO ne devrait pas être sur trop d'équipes en même temps. Normalement, c'est un PO, une équipe. Mhm. Moi, tu vois, je suis dans une situation où j'ai 2 équipes avec lesquelles je travaille au quotidien. C'est déjà limite, on va dire, en temps disponible pour les équipes pour faire un travail de qualité. Je ne pourrais pas, dans ce contexte-là, assumer une partie PM en plus. Mais si par contre j'avais qu'un seul des produits que j'ai à gérer aujourd'hui et que je faisais que ça de bout en bout, selon le Scrum Guide, en théorie, je serais censé être capable de tout faire. Ouais. Le truc, c'est que tu cumules de l'expertise technique, tu cumules, Ouais. on va dire, de l'organisation et tu te retrouves rapidement à avoir, on va dire, plein de produits et du coup te spécialiser plus sur l'organisation et la conception que sur la communication. Ok. Donc, on a défini les différents rôles, PM, PO, et comment ils travaillent dans cette équipe Scrum. Du coup, on va passer plus dans les détails pour approfondir ce métier de Product Owner précisément. Ouais. Quel est ton quotidien? Quelles sont tes responsabilités, tes objectifs? Alors, euh, Si on peut notamment prendre en compte aussi le backlog, ouais, gérer ouais, les bien tâches, sûr. etc. Mais en vrai, Mm. bon, déjà, il faut savoir que d'un PO à un autre, ce sera pas forcément le même quotidien. Parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, que ce soit les équipes concernées, que ce soit la taille de l'entreprise, les missions. On parlait déjà de PMPO, mais partons sur un cas simple, le mien. Moi, je suis PO de 2 équipes. Du coup, c'est pas forcément si simple, mais bref. De ce que je vois, moi, aujourd'hui, un PO, il a, on va dire, allez, une répartition en 3 gros blocs. Il y a un premier bloc qui va être surtout orienté sur tout ce qu'on appelle dans la littérature la discovery. Donc, Mhm. discovery qui est vraiment cette idée de je vais aller regarder la concurrence, je vais me renseigner auprès des clients, comment ça fonctionne, je vais faire de la conception pour me dire, ok, bah, je réponds à cette problématique de telle façon, etc. Et après ça, il a tout le côté delivery. Donc la delivery qui est beaucoup plus orientée sur, ok, c'est bien beau tout ça, j'en ai fait une story. Ma story, elle est où? Est-ce qu'elle est au fond de mon backlog, donc tout au bas de ma Mhm. pile, et je l'atteindrai jamais? Ou est-ce que je dois la prioriser rapidement? Et les Et stories qui sont justement, parce qu'on l'a pas défini, c'est vrai, les pardon, stories qui sont justement cette manière de créer des tâches, en fait, c'est des ça. choses à faire. En Ok, fait, pourquoi on les appelle comme ça? parce que en gros, tu racontes une histoire. C'est l'idée, Mhm. tu prends un scénario justement et tu vas dire bon ben voilà, mon utilisateur il arrive, il va sur la page et il doit trouver le bouton panier à tel endroit en fait. Et alors il y a beaucoup de débats sur on va dire la rédaction d'une story, comment Mhm. ça doit se faire. Les experts agilistes le sauront mieux que moi. Ouais. En tout cas, moi, celle que j'ai apprise, c'était alors je suis telle Ouais, En personne, tant c'est que ça. je souhaite faire telle chose dans l'objectif de l'objectif. ben, Voilà. c'est ça, afin Mm. de... Ouais, Ouais, tu rentres afin toujours dans de. cette rédaction-là. Mais justement, on parlait de la littérature, on va dire, très technique qui est arrivée sur ça. Il y a eu beaucoup de connaissances qui sont arrivées dans les années 90 sur ce sujet-là, avec, on va dire, du langage comme Gherkin. Donc Gherkin, si vous connaissez pas, c'est des Mm. principes de programmation, on va dire, et de cas de test, justement contextualisés. Donc on va dire, on va simplifier vraiment toute l'histoire avec 4 éléments. C'est ça, c'est 3 ou 4, je sais plus. Il y a le given, donc on donne le contexte. When, donc quand il se passe quelque chose. Euh, et après, c'est le then, en fait. C'est ça, il y a 3 éléments, given, when, then, dans les Ok. gros trucs. Et basé sur ça, en fait, et tu pourrais rajouter le tout si tu veux rajouter le afin de, en fait. Mm. Et ça vient de là, ce côté-là, de se dire, bon ben voilà, le,
L'histoire est celle-ci, elle a donné les éléments principaux, et après, ça c'est la grosse responsabilité du PO, du coup, de définir l'histoire et de se dire, voilà, comme on l'a vu ensemble, il faudrait qu'on fasse ça pour répondre à tel besoin, etc. Et l'équipe, après, est censée être la source d'alimentation du comment, de se dire, bon, ben, basé sur ça, on va donner la recommandation sur la... Enfin, on va recommander une techno, on va recommander telle séquence d'interaction basée sur ce qu'on a comme contexte, ou on va dire comme architecture. Et c'est là où c'est important de définir les rôles de chacun. C'est que le moment où le PO écrit toute la story de A à Z et qui dit bon ben voilà ma story elle doit passer par telle route, elle doit avoir tel truc, on commence à un petit peu empiéter sur les moments de vie partagés avec l'équipe où ça peut être co-construit, c'est-à-dire que le PO peut donner des suggestions et l'équipe peut les approuver, mais le but c'est d'avoir un truc clair pour l'équipe quand elle va le développer et même pour les testeurs derrière quand ils vont repasser pour dire bon ben voilà, là je dois tester la nouvelle feature qui sort, quels sont les comportements que je dois vérifier. Mhm. Euh, et même nous, hein, des fois quand on repasse sur des vieilles features qu'on a sorties il y a 5 ans ou quoi, c'est important d'avoir la bonne story, de retomber dessus pour se dire ah mais attends ça faisait ça parce que ça. Mhm. Tu vois, Ok. c'est du Ok, recul, ouais. de l'historisation quelque part. Justement, pour les testeurs, du coup, il y a alors, la user story que j'ai cité Ouais, tout à l'heure. Il y a les critères d'acceptation, du coup, ouais, de cette user story qui vont permettre de savoir à la fois pour le client, pour les développeurs, pour les testeurs, est-ce que la user story finalement a été bien réalisée. ouais, Et on met tout ça dans un backlog ouais. que va gérer le product owner. C'est ça. C'est bien ça. Et alors, le PO, du coup, il va gérer cette partie backlog, justement, cette liste de sujets à faire. Et en plus de ça, il va gérer, on va dire, le board d'activité. Et c'est là où ça va dépendre de l'organisation de chacune des équipes en fonction des frameworks et des ensembles de méthodes qu'ils vont utiliser. On parle souvent de Scrum, Kanban, voire de Scrumban, et il y a plein d'autres méthodes. Vous aviez vu le Lean, justement, et Mhm. ces principes-là. Euh, Quand on est dans ces méthodes-là, on va définir en fait généralement un tableau façon Kanban hein, où on va dire ok bon ben, sur la période, euh, là je suis dans l'approche très Scrumban qui mélange les deux, mais sur la période, on va se dire ok bon ben là on doit avoir un to do, un in progress et un done pour simplifier. Chacun va D'accord. définir les différentes colonnes en fonction des étapes de validation de la story. Mais l'idée, c'est de passer la story de gauche à droite, en fait, étape par étape, et de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est sur tel sujet en 2-2. Sur le tableau, on arrive à voir très clairement bah, que tel sujet, il en est à telle étape. Et tout ça, c'est recontextualisé par rapport à ce qu'on appelle des épiques. Donc, c'est un petit peu des regroupements de stories pour se dire, pour livrer cette feature, on a besoin de faire telle story, telle story, telle story. Mhm. Et c'est cette épique qu'on livrera à tel moment. D'accord, ok. Bon, c'est parfait. Je pense que du coup, Mhm. ce rôle-là est assez clair et ce que tu dois faire au quotidien, je pense que du coup, le public aura bien compris. Je- Euh, On va prochaine question. pouvoir, ouais, parce qu'on est presque à déjà 1 heure Oh, d'interview. désolé. Bah non, c'est que du coup, il y a des choses à dire et que c'est intéressant. C'est vrai. Donc, on va pouvoir repasser un peu à la suite, un peu sur le métier en général, Ouais. sur du coup, comment est-ce qu'on devient un product owner, par où commencer. Alors, il n'y a pas de solution parfaite. Mm. Je pense que ça dépend vraiment de chacun et de ses parcours. Moi, je peux parler que de mon expérience et de ceux que j'ai vus autour de moi. Euh, les product owners les plus aguerris que j'ai vus, c'est généralement soit des développeurs, soit des gens qui, on va dire, étaient directement en utilisation du produit. Donc, ça va peut-être faire rager un petit peu ceux qui s'y connaissent sur le sujet, hein, mais je vais m'expliquer. Le... Les développeurs, comme les consultants qu'il peut y avoir par rapport à une solution, par rapport à une expertise, en fait, ils ont en commun un truc, c'est qu'ils manipulent, en fait, en général. Si c'est des bons développeurs, généralement, ils vont devoir tester, ils vont devoir vérifier si ça marche bien, de telle façon, etc. Et ce qui est important, euh, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est justement de se dire, on va apprendre, on va bouffer littéralement de la solution, du produit, du service, de se dire, voilà, en fait, on va le connaître comme un client et on va avoir des envies de se dire, ah, mais
moi j'ai été confronté à tel cas, j'ai vu à quel point c'était lourd et ça, faut vraiment faire quelque chose en fait. Là où quelqu'un qui serait parachuté juste après de la théorie, pour moi en fait, il aura des principes généraux et c'est important, mais il aura peut-être pas l'appréhension vraiment de métier suffisante. Et c'est pour ça, j'aurais tendance à dire, on n'est pas PO, on le devient en fait. Vraiment, c'est en apprenant et en se passionnant pour ce qu'on fait en fait, et en cherchant à créer de nouvelles fonctionnalités, un peu comme des inventeurs, bah, petit à petit, on évolue vers de la conception et de la livraison. D'accord. Donc en plus, on devient PO et on monte en compétences en étant PO. Comment est-ce qu'on monte en compétences Alors, pour le coup, moi j'ai envie de vous dire, faut pas se freiner en fait. C'est surtout ça. C'est que moi, si je regarde, on parlait du parcours académique, je sors de mon master 2, j'arrive à l'époque était Internet avec le poste de consultant, je bouffe énormément de connaissances sur le sujet parce que c'est un domaine un peu dense aussi. Et ben, au fur et à mesure de ces expériences-là, j'ai rajouté de ma compréhension, j'ai nourri des frustrations par rapport à certaines situations et de la réflexion de me dire, ah, ce serait chouette de faire des trucs comme ça. Et tu vois, typiquement, un projet qui m'a, je pense, fait le déclic dans ma tête et dans on va dire l'évolution, c'était de me dire, bon, bah, il faudrait faire un site de démo, en fait, pour ce qu'on fait, pour expliquer, et du coup, ça veut dire générer des données euh, et comprendre tout le moteur, comment il fonctionne chez nous. Euh, et pour faire ça, en fait, bah, j'ai passé du temps en fait face au produit à vraiment le connaître et à me dire ok, ben, le produit est celui-là, mais moi je vais me faire un produit issu de ce produit-là pour moi, pour essayer de d'alimenter, de faire des données de démo et ben, en faisant ça, je vais apprendre sur le produit et en plus de ça, je vais apprendre sur la conception en général. Te dire bon ben là, je dois d'abord je dois d'abord fournir telle analyse, ensuite telle autre. Il faut que les deux cohabitent, il faut que j'arrive à livrer. Donc il y a vraiment ce côté tester en fait. Ce qu'on entendra souvent dans les conférences sur les agilistes, c'est tester, tester, tester en fait. Et si on teste pas, Ouais. on fait pas de produit. Ok. Je pense que pour terminer cette deuxième partie, ensuite on passera au PI planning. Ouais. Ce serait bien que tu nous donnes un truc que t'aimes particulièrement dans ton métier et un truc que tu n'aimes pas, que tu pourrais potentiellement changer, avoir envie de changer. Je peux donner le même pour les deux. Comment ça? Euh, je dirais, il y a un peu un truc qui est important dans la conception, c'est que mine de rien, on fait de la conception dans des entreprises, on est rarement tout seul, et du coup, il y a un truc qu'on dit pas en amont de phase, mais qu'on va forcément y être abordé dans le produit, c'est la partie politique, quelque part, du truc. C'est-à-dire que il y a énormément de lobbying ou d'arriver à convaincre justement les gens d'adhérer au produit et au projet, en fait. Mhm. Et tout ce côté-là, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est intéressant parce que pour le coup, ça challenge personnellement justement sur la communication, sur bah, comment trouver les bons leviers pour convaincre, quel est le storytelling à faire, etc. Et d'un autre côté, c'est un peu parfois grisant, on va dire, de se retrouver dans des situations où on doit justifier, euh, on va dire, des situations alors que pour nous, ça nous paraît évident, en fait. Donc ce sera toujours un petit peu, je pense, quelque chose de, on va dire, compliqué pour la partie produit, parce que quelle que soit la structure, même si on est une startup, il faudra pitcher un moment, il faudra générer des levées de fonds, etc. Donc il y aura toujours cette partie convaincre, et c'est pas parce qu'on est convaincu nous que l'autre est convaincu. Donc Mhm. on passe beaucoup de temps D'accord. là-dessus à négocier justement des priorisations Ok, et faire de ok, ok. l'organisation. Ouais. Ok. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie 3. Donc la partie 3, Ouais, c'est ta partie, c'est la masterclass que tu vas nous faire. yes, Tu voulais nous parler de PI planning, tout du à fait. PI planning. Bah, on te laisse en parler. Ok, donc avant de parler du PI planning, on va donner un petit peu de contexte pour qu'on ait les gros mots tout de suite posés sur la table et qu'on ait les grands concepts. Euh, donc, dans le monde de l'agilité, euh,
il y a des frameworks, donc des ensembles de méthodes agiles qui existent, ou d'organisation du travail. Et un des gros, on va dire, frameworks qui existent, c'est ce qu'on appelle SAFe. Donc c'est Scaled Agile Framework, qui va regrouper un ensemble de méthodes justement pour faire fonctionner des grosses structures. Donc tout à l'heure on parlait de Scrum, on parlait de Kanban, ça reste justement dans ces outils-là, mais ça va être complémentaire. D'accord. Et c'est peut-être du coup pour les plus grosses entreprises, les plus grosses structures. Ouais. Ok. En fait, alors c'est là où si on va sur le site de Safe justement, ça peut faire peur à première vue, hein. Ah oui. Il y a une grosse doc, il y a plein de pictos avec plein de trucs à droite à gauche. Mais ce qui est important, c'est que pareil, dans la même volonté un petit peu que le Scrum Guide, ça définit des rôles, ça définit des temps forts, des scènes justement importantes. Et basé sur ça, ça va définir justement un ensemble d'outils pour arriver à la fin et faire les livraisons de manière un peu plus macro. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de Scrum et de Kanban. Scrum et Kanban, en fait, sont des frameworks qui vont répondre à des logiques d'équipe. Donc, moi, j'ai 2 équipes. J'en ai une qui est en Scrum, l'autre qui est presque en Scrumban, on va dire. Euh, c'est l'équipe qui a décidé de ce Scrum, enfin de ce framework, en fait. C'est D'accord. important de ne pas arriver de but en blanc, dire à l'équipe, vous ferez comme ça et ce ne sera pas autrement. L'idée, c'est vraiment on co-construit quelque chose pour qu'on soit à l'aise avec un fonctionnement. Donc ça, c'est l'écosystème de l'équipe agile. Après l'équipe agile, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est là où Save peut rendre vraiment dans la pertinence, c'est que dans des grosses entreprises, ou même des entreprises de taille moyenne, il y a rapidement plein d'équipes. Mhm. Et ces équipes-là, en fait, elles doivent cohabiter, et surtout, elles doivent s'attendre par moment pour livrer différents éléments. Donc, Safe arrive avec, en plus de ses rôles, un outil ultra pertinent qui s'appelle le PI Planning. Donc c'est Program Increment Planning, où l'idée c'est de se dire, voilà, pour sortir le produit, comme un incrément, donc on va dire une nouvelle livraison de valeur, pour faire simple, on a besoin de synchroniser telle équipe, telle équipe, telle équipe, et de voir par équipe qu'est-ce qui va sortir à quel moment. Là où le client, lui, s'en fout, en fait, le client, il va juste voir, par rapport à tel produit, il y a telle fonctionnalité qui va sortir. Euh, les produits sont pas forcément une seule équipe. Pour une fonctionnalité, là je prends, on peut avoir jusqu'à 6 équipes par exemple qui sont mobilisées en même temps et qui vont avoir des dépendances. C'est-à-dire que l'équipe qui arrive en fin de file, si les autres copains n'ont pas fait le travail avant, des fois ça peut être un peu compliqué Ok. de sortir le truc. On peut avoir 6 équipes sur une seule fonctionnalité? Ouais. Ok, c'est énorme, je pensais pas. Ah alors Hmm. c'est là où ça dépend vraiment de ton organisation et il y a justement à l'Agile Tour il y a eu une super conf sur ça sur la loi de Conway. Mhm. Euh, je peux que vous inviter à chercher cette session-là parce que Mhm. justement elle montre des fois un petit peu la complexité de naviguer entre les organisations pour des raisons techniques et pour répondre à des features où si on était des purs agilistes vraiment parfaitement organisés, euh, on pourrait être tourné avec une équipe, une feature. Dans la réalité, ça peut être un petit peu complexe d'un point de vue architectural. Par exemple, je prends un truc tout bête. Euh, on se dit, ok, je vais mettre en place une nouvelle fonctionnalité d'ajout au panier sur mon site e-commerçant. Ok. Cette fonctionnalité d'ajout au panier, on peut se dire, ok, ça va être l'équipe, on va dire, qui gère la partie paiement, Mhm. potentiellement, qui va la gérer, parce que c'est eux qui gèrent le panier après tout. Sauf que l'ajout au panier, il peut être présent aussi sur la page d'accueil. Et c'est pas les mêmes équipes qui bossent sur la page d'accueil que celles qui bossent sur le funnel d'achat, en fait. Mhm. Donc rapidement, en fait, déjà, en un cas tout court, on a au moins 2 équipes. Et ça, fois les complexités, on va dire, de l'architecture qu'on va avoir, les implémentations, et des fois, c'est pas un gros mot de parler de complexité, parce qu'on peut avoir une équipe qui est spécialisée dans une techno pour un besoin très précis, euh, et une autre pour un autre, etc. Et tout mettre bout en bout pour avoir le meilleur schéma, entre guillemets. D'accord. Donc, il faut toutes les remettre sur quelque chose de cadencé. Et là où Scrum et Kanban vont être du coup très orientés équipe, le PI arrive et dit, bon ben voilà, on va prendre 2 jours
Et en 2 jours, on va définir pour le prochain trimestre, ou la période à venir, je crois que c'est le prochain trimestre de recommandé, en tout cas nous c'est ce qu'on fait sur ça. Euh, on va définir des priorités, et ces priorités-là, on va les planifier. Et on va voir qu'est-ce qui est possible de faire, et quelles implications ça a de les faire ou pas les faire. Donc ça se passe en 3 temps. Il y a un premier temps, du coup, qui est ce qu'on appelle le draft, enfin, le team breakout. Donc là, c'est là où, un petit peu avant, il y a 2 choses qui se sont passées. C'est que la direction a recontextualisé la vision d'entreprise, de se dire, voilà, n'oubliez pas que les objectifs d'entreprise sont que d'ici 2 ans, 3 ans, on arrive à tel cadre, etc. Donc, vous devez proposer des solutions pour arriver à ce cadre macro. Ils vont redonner un petit peu ce contexte-là. Les équipes vont un petit peu préparer des sujets en amont parce que elles se doutent un petit peu des sujets, vu que la stratégie change rarement d'un trimestre à l'autre. Et basé sur ça, ben les équipes en fait vont, enfin les binômes produits vont présenter tour à tour pour leurs équipes et pour leurs projets dont ils sont en charge, parce que du coup s'il y a des projets multi-équipes, il y a des Ouais. responsables qui doivent représenter plein d'équipes. Ben, ces binômes-là vont présenter le contexte, la solution proposée pour répondre à cette question-là, et la priorisation des sujets pour les équipes qui représentent. Et se dire, voilà, nous, basés sur le contexte qu'on connaît, et on a bien entendu le message de stratégie, du coup, bah, dans l'ordre, on va pouvoir faire le sujet 1, le sujet 2, etc. Et on aimerait pouvoir faire le sujet 7, par exemple, mais c'est peut-être un petit peu tendu parce que on a des inconnus. Donc ça, c'est la première cérémonie, Team Ok. Breakout. Il y en a 3. Après le Team Breakout, ce qui se passe, c'est que les équipes, du coup, partent dans le Team Breakout, elles ont les priorités. Elles vont review chacune des macro stories, donc les épiques, justement, et se dire, voilà, pour faire tel sujet, on va passer un petit peu dans le détail des stories, on va les t-shirt sizer, donc donner une estimation du poids que ça va représenter pour l'équipe sur la période à faire, Ok. et se dire, bon, ben, pour cette période-là, comment on arrive à faire rentrer ce sujet, en fait, et si on ne le rentre pas, quelle implication ça a pour telle autre équipe, pour tel projet, tel produit, etc. Donc il y a vraiment l'étude du sujet en lui-même et sa contextualisation pour se dire attention, si on ne le fait pas, on va mettre les copains, on va dire, dans une situation déplaisante. Euh, Et ça se rapproche beaucoup de ce que tu parlais pendant la J-Tour de la systémie. Ouais, tout à Ouais. fait. Alors après, la systémie, pour le coup, disons que c'est de l'organisation du travail. Mhm. La systémie va avoir ce côté beaucoup plus macro et clinique, entre guillemets, du D'accord. truc, où tu vas vraiment voir action, réaction, et comment les systèmes opèrent, en fait, avec les différents composants. Là, euh, tu vois que la systémie peut être intéressante pour ce genre de cas, parce que tu te poses des questions, tu te dis bah, comment les différents acteurs du PI vont fonctionner entre eux, les différentes équipes. Genre, par exemple, j'en sais rien, tu as une équipe qui est toujours à la bourre, bah, tu vas voir l'impact et tu vas Mhm. voir, potentiellement, tu vas voir bah, qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Euh, Maintenant, dans cette partie-là, les équipes, du coup, ce qu'elles font, c'est surtout se concentrer pour répondre à ces problématiques-là, et elles vont pas forcément avoir le côté macro. C'est un peu après, où tu vas faire des rétrospectives, des post-mortem, revoir un petit peu qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, et te dire, voilà, bon, mais sur la session, ça c'était bien, ça c'était pas bien, on corrige pas. Donc là, les équipes, elles ont passé une journée à faire les discussions même inter-équipes dans des réunions croisées pour se dire ah ouais mais les copains là vraiment nous c'est chaud sortir ce truc là, est-ce que ça vous met vraiment en mal? Ils discutent et ils présentent leur plan, donc on parle du draft plan. Donc là ils disent voilà, les priorités avaient été données, on les reprend, on voit si les sujets ont été bougés dans leurs priorités, s'il y a des sujets qui passent pas, s'il y a d'autres sujets qui sont venus s'intercaler entre temps parce que en fait en discutant avec les copains on s'est rendu compte qu'on avait oublié tel truc ou alors que le besoin n'était pas exprimé, bref. On revoit la copie et on se dit ça c'est une copie qui va être validée par l'équipe et où l'équipe va être plus ou moins confiante dans sa livraison.
euh, est prête à donner du coup son aval. Elle présente ça avec différents composants et après, la direction fait la review, donc la management review de cette session-là. Et elle dit voilà, bon ben, ils repassent tour à tour sur chacun des sujets. Ils se disent bon ben là, ce sujet-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen vraiment de le rentrer de telle façon ils vont un petit peu rechallenger la copie pour se dire c'est pas parce que l'équipe a une perspective que il peut pas y avoir d'autres perspectives sur le truc ou qu'on peut pas penser autrement à la chose. Ouais, bien sûr. Donc il y a plein de solutions qui vont se regrouper. À la fin, l'idée c'est d'arriver avec une copie et de se dire bah voilà, on a défini le Q+1, donc le trimestre à venir, il va être ça. Et les équipes, dès le début du prochain trimestre, donc c'est pour ça généralement il y a une semaine, même pas, entre le PI et le trimestre d'après, les équipes vont pouvoir partir sur telle story, dans tel ordre, etc. Et cette copie-là, si jamais il y a un contexte qui évolue, parce qu'on est agile justement, on peut se reposer et se dire voilà, j'en sais rien, moi, fin du premier mois, en fait la priorisation, elle doit évoluer parce qu'il y a tel besoin urgent qui est arrivé entre-temps, sinon on va rater un client. Ben, on va faire des décalages, on va bouger, c'est pas grave, on va communiquer dessus, mais c'est important de rebousculer les choses. Ok. Et si les choses sont rebousculées, on refait un PI planning ou c'est un truc Ouais, plus c'est court, ça. plus facile? Alors, Est-ce que c'est modifiable ou non? on pourrait, alors ça dépend à quel moment tu fais la modification en général et ça dépend de ce qui te manque comme information. Tu vois, typiquement, tu pourrais le faire juste après la management review parce que la management review, la direction a dit non, non, votre plan, les gars, c'est pas bon, on n'y croit pas. Mhm. Là, il faut au moins changer ça et ça va avoir beaucoup d'implications. Ok. Ça, c'est un premier temps. Maintenant, c'est de l'intelligence collective, donc généralement, on trouve des solutions assez vite. Mhm. Et après, ça peut arriver à n'importe quel moment dans le trimestre de te dire, voilà, là, il faut absolument changer ça. Et ça doit être bienvenu, en fait. C'est vraiment, faut savoir, en fait, faut savoir les priorités et basé sur ces priorités-là, voir comment les traiter. Si on nous dit les priorités ont changé parce qu'un contexte a évolué, on doit pouvoir évoluer avec ça aussi. Et D'accord. du coup, après la management review, c'est pas obligatoire de refaire un point sur tout, parce que si la direction va challenger une équipe, de cette équipe va dire oui, je vais faire ça, mais du coup, ça va avoir des conséquences sur cette équipe. Ça dépend des sujets, parce qu'on le fait pour des sujets qui sont propres aux équipes et des sujets cross-équipe, si tu veux. Mm. Dès que tu as un sujet cross-équipe, forcément, tu vas avoir l'effet un petit peu de rebond. Donc, faut les anticiper. Et tu te dis, voilà, quel est le move le plus smart, entre guillemets. Et tu vois, des fois, tu te retrouves dans des dilemmes un petit peu d'organisation, de te dire, est-ce que ça vaut mieux de prioriser le truc qui va coûter pas cher, mais qui va avoir pas mal de valeur ajoutée pour une équipe? Ou est-ce qu'il vaut mieux prioriser la fonctionnalité qui a un peu moins de valeur ajoutée, mais où toutes les équipes doivent se coordonner pour le sortir en même temps? Mhm. Ok. Donc c'est vraiment propre à chaque sujet de se dire, voilà, ce sujet-là, en fonction de son importance et des implications qu'il va avoir, on va le traiter de telle ou telle façon. D'accord. Ok, parfait. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé du coup de ce qui a été dit sur le PI planning, les différentes étapes? Le PI planning, c'est bien. Ah bah, merci. Super. Non, il y a 3 étapes. Il y a la team breakout, où on présente les priorités, la vision et ce qu'on aimerait faire. La draft plan, où les équipes, donc les développeurs viennent restituer cette vision-là en disant ben, nous, on est garant de cette copie, on la valide ou pas, on a telle ou telle confiance. Et après, il y a la management review, où là, basé sur la copie qui a été donnée, la direction valide la stratégie pour le prochain trimestre. Ok, c'est parfait. Du coup, on a vu beaucoup de choses pendant ce podcast qui a duré peut-être un peu plus longtemps que les autres, mais pour la pense, bonne oui. cause. Donc, on a parlé d'agilité, on a parlé du métier de product management, enfin de product manager, de product owner, avec ton parcours du coup qui t'a donné ses compétences au niveau business, ensuite au niveau web marketing. Je pense que tout a été dit et en tout cas, on te remercie d'être venu parce que on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, les gars. Merci. Et du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Je le rappelle, on est en live sur Twitch, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et Deezer en tapant le nouvel angle. Donc n'hésitez pas à vous abonner et au revoir. Au revoir.